Rodia, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir organisé cette plénière soulignant les 40 ans de Femmes autochtones du Québec. C'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être ici parmi vous. 40 ans de lutte, Viviane les a bien présentés. C'est 40 ans aussi de belles réussites au sein de Femmes autochtones au Québec. Il y a plusieurs moments qui ont marqué l'histoire des femmes autochtones, mais il y a aussi d'autres moments au niveau international qui ont marqué l'histoire des peuples autochtones, qui ont aussi eu un impact sur les femmes autochtones au niveau national et aussi au niveau international. Même si Femmes autochtones du Québec n'a pas participé directement dans les négociations, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, depuis son adoption, nous avons beaucoup travaillé à la promotion et la mise en œuvre de la déclaration au niveau national, au niveau provincial, puis aussi au niveau des communautés autochtones. Le thème de ma présentation, ça va être, on m'a demandé de répondre à une question qui est comment penser à agir pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones, pour laquelle toutes les femmes autochtones et non autochtones ont un rôle à jouer. Fait que je vais essayer de répondre à cette question. La mise en œuvre d'un instrument international commence au moment de son adoption. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée le 13 septembre 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies. Au moment du vote à l'Assemblée générale, il y a 144 pays qui ont voté à faveur de la déclaration. Alors, la grande majorité des États membres des Nations unies ont voté à faveur de la déclaration. Mais il y a eu 11 abstentions, 11 pays qui n'ont pas voulu voter, et 4 États ont voté contre la déclaration. Ces 4 États étaient le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors, c'est sûr que c'était vraiment décevant pour tous les peuples autochtones d'avoir 4 pays voter contre une déclaration qui était le fruit de plusieurs années de négociations. Mais depuis 2007, ces 4 pays ont maintenant changé leur position et ont décidé d'endosser officiellement la déclaration. Le Canada, lui, l'a fait 3 ans plus tard, en 2010. Par contre, le Canada continue à refuser la pleine mise en œuvre de la déclaration au niveau national. Alors, c'est une des choses que nous travaillons aux Femmes autochtones du Québec, c'est d'essayer de faire la promotion et d'assurer la mise en œuvre de la déclaration au niveau national, au niveau provincial et aussi pour l'amener dans les communautés. Une autre chose aussi que c'est important de se rappeler, c'est que la déclaration est le premier document du droit international à traiter spécifiquement les droits des peuples autochtones. Auparavant, il y avait eu d'autres instruments tels que la Convention numéro 169 de l'OIT, qui a été adoptée en 1989 et qui contenait qui protégeait certains droits fondamentaux des peuples autochtones. Mais cette convention avait seulement été ratifiée par 25 pays, alors sa portée était très limitée. Les peuples autochtones ont continué à négocier au sein des Nations unies afin d'avoir leur propre instrument international pour faire reconnaître les droits des peuples autochtones. Alors la déclaration, c'est le fruit de 25 ans de négociations entre les États et les peuples autochtones. Il y a eu il a fallu qu'ils passent devant plusieurs instances des Nations unies et plusieurs groupes de travail qui ont collaboré ensemble, les États et les peuples autochtones, afin d'arriver à un consensus. C'était aussi la première fois qu'un
une des parties intéressées d'un instrument international participait directement dans les négociations d'un instrument international. Alors, c'est une grande réussite pour les peuples autochtones. Puis il était clair aussi au sein des Nations unies que la déclaration ne serait jamais adoptée sans avoir l'approbation des peuples autochtones. Parce qu'il y a eu plusieurs réticences des États d'adopter certains droits dans la déclaration. Alors, il y a eu, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, 25 ans de négociation. La déclaration répond aussi au besoin d'aborder les violations des droits des peuples autochtones qui avaient été dénoncées pendant plusieurs années, plusieurs décennies devant les Nations unies. C'était clair qu'il n'y avait pas de réponse au niveau national et que les peuples autochtones devaient aller aux Nations unies pour pouvoir réussir à faire reconnaître leurs droits. Pour les 370 millions d'Autochtones dans le monde, cette reconnaissance comme peuple est importante afin qu'ils puissent bénéficier de tous les mêmes droits en tant que peuple, comme c'est reconnu comme les droits inhérents des peuples dans les instruments internationaux. C'est aussi un moyen de rétablir un peu l'équilibre de pouvoir dans les pays où, avec une longue colonisation, longue histoire de colonisation. Aussi, dans son préambule, la Déclaration reconnaît les injustices historiques qu'ont subies les peuples autochtones à cause de la colonisation et la dépossession de leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, ce qui a mené à beaucoup de problèmes dans le développement et qui a empêché beaucoup le développement des peuples autochtones conformément à leurs besoins puis leurs propres intérêts. Il faut aussi se rappeler que la Déclaration ne crée pas de nouveaux droits, mais plutôt rassemble dans un seul document les droits existants au niveau international en matière de protection des droits de la personne pour les appliquer en contexte autochtone. C'est-à-dire que ce sont les droits qui ont été historiquement déniés aux peuples autochtones, mais qui ont été considérés comme acquis par d'autres. C'est un instrument que les peuples autochtones peuvent utiliser pour faire reconnaître leurs droits. La Déclaration établit aussi les normes minimales nécessaires à la dignité, la survie et au bien-être des peuples autochtones, comme c'est souligné dans l'article 43. Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire que nous avons le droit de déterminer notre propre statut politique et de nous administrer nous-mêmes par nos propres institutions. Il y a aussi dans la Déclaration le principe de non-discrimination, qu'on ne peut pas faire objet de discrimination basée sur notre identité autochtone. Il y a aussi le droit à l'appartenance à une communauté ou une nation autochtone qui est selon les critères et les traditions des nations, des communautés autochtones et non ce qui impose les critères qui sont imposés par le gouvernement, comme est le cas ici au Canada avec la loi sur les Indiens qui impose qui est ou non autochtone. La Déclaration aussi nous aide à protéger notre culture, nos langues, nos savoirs traditionnels et la propriété intellectuelle autochtone. Et ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour les femmes autochtones en tant que gardiennes traditionnelles des savoirs et des connaissances. Donc, la Déclaration est aussi importante pour les femmes autochtones parce que c'est le premier instrument à traiter la double discrimination que subissent les femmes autochtones. Il y a des mentions spécifiques sur les femmes dans 3 articles seulement, des 46, mais c'est sûr que les autres droits qui
qui sont inclus dans la déclaration affectent aussi les femmes autochtones. Certains droits, comme dans le domaine de la santé, soit de l'éducation ou l'accès aux terres, mais il y a aussi un droit qui est inclus, qui est le droit au logement, qui peut aussi affecter les femmes autochtones dans des cas de violence. Si son droit au logement n'est pas respecté, et dans les communautés autochtones au Canada, il y a beaucoup de problèmes, une pénurie de logements dans les communautés autochtones, et souvent ces logements sont surpeuplés. Il y a dans plusieurs cas une dizaine de personnes qui vivent dans le même foyer. Alors, ça veut dire que les femmes peuvent être plus susceptibles d'être victimes de violences, et lorsqu'elles vont essayer de sortir de ce problème de violence, il n'y aura pas d'autres logements dans la communauté. Alors, c'est sûr qu'en reconnaissant le droit au logement des peuples autochtones, ça va affecter la violence, dans le fond, protéger les femmes contre la violence aussi. Une des questions que j'essayais de répondre, c'est qu'est-ce que les gens peuvent faire pour nous aider à la mise en œuvre de la déclaration. Bien, une des choses les plus importantes, c'est évidemment de lire la déclaration. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas lu, de la lire. Nous avons apporté ici des livrets de la déclaration. Il y en a aussi sur la table à l'entrée. Alors, si vous ne l'avez pas lu, de la lire, de bien connaître son contenu, et aussi de voir quels sont les articles qui sont pertinents dans votre travail. Quels sont les droits ou les obligations de l'État qui devraient être, qui sont liés avec votre travail ou les relations que vous avez avec les peuples autochtones dans votre région. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vérifier auprès de vos partenaires, des groupes de femmes, si elles connaissent la déclaration. Si elles ne la connaissent pas, évidemment, de partager avec elles cette information. Vous pouvez, pour vous aider avec la diffusion dans vos réseaux, il y a les livrets que vous pouvez commander auprès de femmes autochtones du Québec. Et aussi, il y a des feuillets d'information qui sont disponibles sur le site d'Amnesty International et aussi sur le site de l'Assemblée des Premières Nations ou bien sur le site de l'ONU. Fait qu'il y a il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Une autre chose que vous pouvez faire pour appuyer les organisations autochtones, c'est de participer aux sessions d'information qui sont données par les organismes, soit autochtones ou bien non autochtones, de promotion des droits humains. Habituellement, vers le 13 septembre, la date d'anniversaire de l'adoption de la déclaration, il y a toujours un événement qui est organisé afin de souligner l'adoption de la déclaration. Alors, soit de participer ou bien de rencontrer les organismes autochtones ou non autochtones que vous savez qui travaillent sur la promotion et la mise en œuvre de la déclaration, de les rencontrer et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer la mise en œuvre. Sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est d'inviter les organismes à présenter un atelier lors de vos événements, rassemblements, conférences ou assemblées. Femmes autochtones du Québec est souvent sollicitée à faire des présentations sur la situation des femmes autochtones, et ça inclut beaucoup de fois une présentation sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Au niveau légal et politique, on a beaucoup besoin d'appui aussi parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, au Canada, il reste encore beaucoup à faire afin de réaliser la pleine mise en œuvre de la déclaration. Le gouvernement utilise aussi beaucoup de ressources pour lutter contre la reconnaissance des droits des peuples autochtones au pays. Pour faire reconnaître nos droits, il faut poursuivre le gouvernement devant les tribunaux. Alors, c'est beaucoup de
c'est beaucoup de ressources qui sont utilisées quand, dans la déclaration, c'est déjà indiqué que ces droits sont reconnus. Il ne faut pas oublier aussi que, dernièrement, dans les dernières années, les tribunaux et les commissions de droits de l'homme peuvent utiliser la déclaration comme source d'interprétation des droits des peuples autochtones et les obligations de l'État. Alors, il commence à avoir une jurisprudence sur les droits des peuples autochtones, sur l'utilisation de la déclaration pour déterminer quels sont les droits au niveau national. Alors, je vous invite à voir les différentes décisions qui ont été passées. On pourrait aussi, on demande aussi d'utiliser les principes de la déclaration dans tous vos rapports avec les peuples autochtones. C'est sûr que s'il y a, il y a des questions qui concernent les peuples autochtones, c'est important d'avoir, de les consulter et aussi d'assurer leur participation dans une prise de décision sur toutes les questions qui concernent les peuples autochtones. Il faut aussi continuer d'utiliser la déclaration, surtout les inclure des articles ou des dispositions de la déclaration lorsque vous remettez des rapports, des documents ou des mémoires qui sont remis au gouvernement ou différents comités parlementaires. Plus on utilise la déclaration, plus on lui donne, on lui donne vie. Alors, c'est vraiment important d'utiliser la déclaration. Il faut aussi rappeler le gouvernement qu'il y a plusieurs recommandations qui ont déjà été mises au niveau international concernant la mise en œuvre, notamment en 2013, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, le professeur James Anaya, est venu au Canada et dans ses recommandations, il demande au gouvernement la pleine mise en œuvre et de s'asseoir avec les peuples autochtones afin de travailler sur un plan d'action pour la mise en œuvre de la déclaration. Comme Viviane avait mentionné, l'histoire des peuples autochtones est aussi importante d'être enseignée dans nos institutions scolaires. Et je dirais que l'enseignement de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones devrait aussi être enseigné dans les écoles, à même titre que l'enseignement des autres instruments internationaux. Je pense que vous vous souvenez que plusieurs d'entre vous avez appris sur les différents instruments internationaux. Et alors, merci. Okay. Oui, j'ai presque fini. Alors, il faut inclure l'enseignement de la déclaration à tous les niveaux. L'autre chose aussi, c'est on a besoin d'appui afin de traduire la déclaration dans les langues autochtones. C'est une grande partie de s'approprier de la déclaration, c'est de l'avoir dans les langues autochtones. À date, une trentaine de pays au niveau mondial ont traduit la déclaration, notamment ici au Québec. Elle a été traduite en langue Innu et en langue Mohawk. Alors, c'est une grande partie de la promotion de la déclaration dans les communautés autochtones. Il faut aussi continuer de diffuser des déclarations, des énoncés, des communications en faveur de la mise en œuvre de la déclaration, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez que lors de la Marche mondiale des femmes en 2010, une des revendications était demander au gouvernement du Canada d'endosser la déclaration. Je ne sais pas si c'est par hasard ou par coïncidence, mais c'est un mois plus tard que le Canada a décidé d'endosser la déclaration. Mais en réalité, c'était vraiment plusieurs facteurs qui ont influencé la décision du Canada, mais je suis sûre que la pression du public a été un de ces facteurs.
Finalement, la dernière des conclusions, je veux dire, dans ces conclusions, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a aussi, dans ses 94 recommandations, a réitéré l'importance de la mise en œuvre de la déclaration afin d'atteindre la réconciliation, la justice, la guérison et la paix. Alors, j'espère que vous allez continuer à nous aider à la mise en œuvre de la déclaration afin d'atteindre tous ces points. Merci.